Val-de-Loire en direct se poursuit, l'heure de votre JT, présenté ce soir par Faustine Luneau. Bonsoir Faustine. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. Pluie et grisaille accompagneront cette journée de jeudi dans nos deux départements. Des températures stationnaires, la minimale sera de 4 degrés, la maximale de 11 degrés. À la une de ce JT, le procès de l'ex-maire de Nazelles-Négron, Richard Châtelier. Il est accusé d'agression sexuelle sur plusieurs jeunes filles adolescentes au moment des faits, alors qu'elles étaient placées à son domicile, son épouse étant alors assistante familiale. Il encourt jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. La cantine Poulain de Blois va être réhabilitée. Le chantier débute pour transformer ce lieu historique du passé industriel blésois en centre d'innovation technologique, un projet porté par Aglopolis et la CCI de Loir-et-Cher. Notre première invitée ce soir, Anaëlle Chalère, adjointe au maire de Tours, déléguée à la démocratie permanente. On fera un point avec elle sur l'organisation des élections municipales, car la ville de Tours recherche des assesseurs. Et puis immersion dans la formation des chiens-pompiers en Loir-et-Cher. Leur flair est d'une grande aide lors de certaines missions de secours. Pour pouvoir partir en intervention, ils sont entraînés dès le plus jeune âge. Et puis notre séquence, on vous répond avec la question du soir. Faire du vélo en hiver, quelles précautions prendre? Question qu'on posera à Fabien Frugier, chargé de développement au sein du collectif Cycliste 37, et qui sera avec nous dans quelques instants sur ce plateau. Mais à la une, ce soir, l'ex-maire de Nazelles-Négron, Richard Châtelier, jugé en ce moment même au tribunal correctionnel de Tours pour agression sexuelle. L'affaire avait fait grand bruit en 2022 lors de sa mise en examen pour viol sur mineur. Depuis, l'affaire a été correctionnalisée. Richard Châtelier est accusé d'agression sexuelle et de corruption de mineurs sur 3 jeunes filles placées à son domicile et celui de son épouse, alors assistante familiale. Des faits qui ont eu lieu entre 2015 et 2019, des victimes alors âgées de 14 à 17 ans. On retrouve Lucas Chopin au tribunal. Bonsoir Lucas, l'audience est toujours en cours. Oui, elle est toujours en cours. Alors c'est un procès qui apporte finalement peu de réponses auxquelles nous assistons. L'audience dure maintenant depuis presque 5 heures. Richard Châtelier, lui, s'est brièvement exprimé. L'homme de 72 ans, désormais barbu, vêtu d'un costume sombre, le répète: « Je ne sais même pas pourquoi je suis là ». Il reconnaît certes, je cite, des erreurs comme le fait de parler à une fille de ses seins en parlant d'eux au plat, ou encore l'envoi de SMS à une autre pour évoquer un grain de beauté qu'il apprécierait voir sur sa poitrine. Mais sa position sur l'ensemble du dossier reste la même depuis sa mise en examen en avril 2022. Il était pressé que cette audience arrive. Il est content de pouvoir s'exprimer enfin et de faire en sorte que ce dossier passe et de pouvoir être entendu, de pouvoir dire ce qui s'est passé et surtout de maintenir qu'il est innocent des faits qui lui sont reprochés. Sur le banc des parties civiles, 2 victimes présumées sur les 3 que compte le dossier. 2 victimes dont les mains sont restées liées entre elles et 2 victimes qui n'ont pas souhaité s'exprimer à la barre. Restent donc les procès-verbaux de leurs auditions qui ont longuement été lus par la présidente du tribunal. Elles y racontent un Richard Châtelier qui ferait régner la loi du silence quant à ses agissements. Les jeunes filles qui étaient placées chez lui parlent de baisers, de caresses répétées sur les parties génitales, de voyeurisme, de serviettes de bain arrachées, mais aussi de questions récurrentes sur leur sexualité. Le tout dans un jargon particulièrement vulgaire. L'ancien maire de Nazelles-Négron, lui, évoque des accusations mensongères. Et en ce qui concerne les images pédopornographiques et pornographiques ou les photos prises de l'entrejambe d'une personne retrouvées dans son téléphone portable, il parle d'erreurs de manipulation ou de spam. Une défense choquante pour les parties civiles. Écoutez. On est face à quelqu'un qui raconte n'importe quoi. On a la théorie du téléphone pervers qui télécharge automatiquement des vidéos qui zooment sur l'entrejambe de conseiller départemental ou d'intervenant. Ça ne tient pas la route, tout le monde l'a compris parfaitement. On se retrouve avec des parties civiles qui souffrent parce que c'était déjà des jeunes filles placées et qui souffrent de ce qui s'est passé. Au moment où je vous parle, les plaidoiries des avocats se poursuivent. Les réquisitions de la procureure sont attendues dans quelques minutes. La décision, en revanche, devrait être mise en délibéré. Merci beaucoup, Lucas. On revient à présent, Faustine, sur ce camion en feu sur l'autoroute. C'était ce matin vers 7 heures. Oui, si vous circuliez sur l'A10 tôt aujourd'hui, vous avez peut-être été pris dans les bouchons car la circulation a été assez longtemps interrompue dans les 2 sens à cause d'un incendie de poids lourd. Le véhicule qui se trouvait à hauteur de Sainte-Maure-de-Touraine en direction de Paris transportait des meubles en bois. Les pompiers, la gendarmerie et les agents de Vinci Autoroute sont intervenus. Heureusement, l'incident n'a fait aucun blessé. Les travaux débutent sur le chantier de réhabilitation de la cantine Poulain à Blois.
L'ancien lieu de restauration de la chocolaterie, symbole du passé industriel blésois, va renaître de ses cendres pour devenir un centre d'innovation technologique réunissant sur le même lieu entreprises, chercheurs, étudiants, clusters et associations. Un projet à 2 600 000 € porté par Aglopolis et la Chambre de commerce et d'industrie de Loir-et-Cher. Romain Delville a visité le chantier. Située dans le quartier de la Gare, face à l'école d'ingénieurs INSA et à l'IUT, l'ancienne cantine de la chocolaterie Poulain dispose de 530 mètres carrés au sol. Le site est en fait divisé en deux parties, l'une qui date de 1864 côté façade, le tout premier atelier, et l'autre de 1867. À l'avenir, la cantine Poulain est destinée à devenir un tiers-lieu d'innovation. Un mixte entre de la formation, donc qui est quand même assez cadré, des salles de formation, en même temps des bureaux qui doivent permettre de s'adapter suivant les startups, les étudiants, les porteurs de projets, et une partie plutôt à l'événementiel pour accueillir en fait toutes ces interconnexions entre les partenaires de la CCI, les partenaires industriels, les partenaires de l'INSA, les étudiants, et donc vraiment de pouvoir faire se croiser les populations sur un même lieu. Au cœur du pôle universitaire de la chocolaterie, le site a eu plusieurs vies imaginaires. Il est désormais pensé comme un espace d'innovation pour créer des liens entre les étudiants, les chercheurs et les entreprises. C'est vraiment un lieu où tous ces publics doivent se rencontrer et doivent travailler ensemble de façon à faire éclore des vrais projets de développement d'entreprises. Des entreprises peut-être, ou des projets de développement d'entreprises à l'intérieur d'entreprises existantes. L'autre versant, c'est bien celui de la recherche au service de l'innovation. C'est un coup de boost et c'est aussi le fait d'afficher, d'incarner, de mettre sur la place publique ce marqueur. C'est forcément lui donner une visibilité, c'est lui donner une dynamique, c'est facteur d'attractivité pour l'école, donc pour le territoire. Donc ça, c'est au-delà du rôle premier du lieu qui veut innover, qui veut entreprendre, qui veut créer. Au vu de l'état actuel du site, il va y avoir du travail de réhabilitation. La dépollution est faite depuis cet été. Le budget total du projet est estimé à 2 600 000 €, dont 1,8 million pour les travaux à venir. À 1 mois et 10 jours des élections municipales, la ville de Tours recherche des assesseurs. Oui, leur présence à chaque bureau de vote est obligatoire. C'est inscrit dans la loi car ils sont indispensables pour le bon déroulement du scrutin, mais pas toujours facile de mobiliser des volontaires. On en parle avec Anaëlle Chalère, adjointe au maire de Tours, déléguée à la démocratie permanente, qui est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Alors, il y a 85 bureaux de vote à Tours. Ça veut dire que vous aurez besoin au total de combien d'assesseurs ? Alors, il nous faut indéniablement 85 personnes qui vont présider chaque bureau de vote et à peu près 300 assesseurs en soutien parce qu'il faut à chaque fois 2 assesseurs titulaires, des suppléants et surtout de quoi faire des pauses ou des roulements vu que des personnes s'inscrivent soit pour la journée, soit la demi-journée. Vous avez déjà quelques candidats, donc la situation n'est pas alarmante, mais des fois on peut avoir un peu de mal à mobiliser sur les derniers volontaires. Là, effectivement, on est plutôt optimiste et rassuré. Entre Loir-et-Cher, les bureaux sont pleins ou quasiment complets. Il y a encore quelques besoins sur Fontaine, Bousignac au sud et quelques besoins au nord, Europe, Douai, etc. Mais grosso modo, il nous faudrait juste encore une quinzaine, vingtaine de personnes, donc 15-20 personnes et on sera bon. Ah bah justement, pour essayer d'en trouver, est-ce qu'on peut rappeler, ce serait quoi le rôle de l'assesseur ces 2 jours-là ? Tout à fait. Donc l'objectif, effectivement, c'est d'assurer le bon déroulé du vote, donc accueillir les personnes, s'assurer qu'elles sont bien inscrites sur les listes, permettre le vote, évidemment, la petite signature, le à voter. Et c'est un moment convivial où on rencontre finalement les Tourangeaux, Tourangelles. Donc, et évidemment, ça permet, c'est indispensable, le bon fonctionnement de l'élection. On fait le dépouillement aussi ? Absolument, donc ça c'est des personnes qui soit les mêmes et souvent on demande à d'autres personnes aussi de se proposer durant la journée ou directement le soir pour effectivement assurer le dépouillement et compter les petits bulletins. C'est une manière de pouvoir vivre le vote aussi un peu dans les coulisses ? Tout à fait. On est dans les coulisses, on voit qui vient voter, on voit des familles, des personnes âgées. C'est de beaux moments et on se sent utile. Qui peut être assesseur ? Est-ce qu'il faut être électeur du bureau de vote dans lequel on est assesseur ou pas ? Non, pas forcément, mais il faut être majeur, il faut être inscrit sur les listes électorales, mais des fois on vote dans un autre bureau de vote et on tient le bureau à côté, donc ça c'est pas un problème. Si on ne l'a jamais fait, est-ce qu'on va être formé quand même avant de Tout à prendre fait. son poste ? La ville de Tours propose 2 formations, donc le 9
et le 2 et 9 mars à 18h en mairie. Et en plus, il y aura la petite présentation PowerPoint envoyée par mail pour PenseBête et avoir toutes les informations. Ça, c'est obligatoire. Non. Alors, des personnes l'ont déjà fait. Le président est là pour assurer le bon déroulé et rappeler les bonnes règles. Et il y a un guide sur place le jour J au cas où. Vous l'avez dit tout à l'heure, on n'est pas obligé d'être là les 2 jours ni toute la journée. Absolument. Les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent s'inscrire soit pour une demi-journée, soit évidemment les 2 journées entières, tant qu'à faire. Comment on fait justement si on veut s'inscrire ? Donc sur le site internet de la ville de Tours, page élection, il y a un formulaire et sinon il y a aussi une adresse mail où on peut contacter le service dédié. Et il est inscrit en bas de l'écran si vous voulez vous renseigner. C'est d'ailleurs également le dernier jour demain pour s'inscrire sur les listes électorales. La procédure en ligne est déjà close. Il faut donc impérativement se rendre en mairie. Absolument. Demain, la seule possibilité pour s'inscrire sur les listes électorales à Tours ou dans une commune, c'est de vous rendre dans votre mairie en faisant bien attention aux horaires. Demain, dernier délai en ligne, c'était hier minuit. Là, sur les derniers jours, vous avez eu pas mal de gens qui se sont dépêchés. Absolument. Le sprint final a connu un beau succès, avec notamment de jeunes électeurs qui sont bien mobilisés. Depuis ce week-end, on a 800 inscriptions par jour, donc un gros boom. Et je remercie les agents qui sont sur le terrain et qui font tout le nécessaire pour anticiper ce sprint final et absorber les demandes. Donc, merci. Beaucoup de jeunes, vous disiez, qui sont des années 2000. C'est ça, tout à fait. Les votants se mobilisent. Et j'en profite pour remercier aussi les assesseurs qui se sont inscrits pour tenir les bureaux de vote, évidemment. Si on n'a pas fait cette démarche d'inscription sur la liste avant le 6 février, on ne pourra pas voter aux élections ? Il y a quelques rares exceptions. Les jeunes, justement, qui vont avoir 18 ans avant le premier ou le second tour peuvent bénéficier de la procédure L30, ils pourront regarder. Et les personnes qui déménagent pour des raisons professionnelles ou qui sont mutées en tant que fonctionnaires, c'est aussi quelques rares exceptions. Mais sinon, effectivement, demain, dernier délai. Qui, eux, peuvent avoir un délai jusqu'au 5 mars. Tout à fait, absolument. Merci beaucoup, Anaëlle Chalère, d'être venue sur notre plateau. Et on rappelle donc toutes les informations, on peut les remettre en bas de l'écran pour s'inscrire comme assesseur. Et puis, les élections, ce sera les 15 et 22 mars. À suivre sur Val de Loire TV, évidemment, puisqu'il y aura des soirées exceptionnelles consacrées, évidemment, à ces élections municipales. On ouvre une page sport à présent avec 2 victoires pour la Touraine hier soir. Oui, les joueuses du Chambray Touraine handball dominatrices face à Strasbourg avec un large score final, 25-18. Malgré une première mi-temps plus difficile, les Chambraisiennes ont su être patientes et faire la différence en seconde période. Elles confirment donc leur 3e place au classement du championnat. Et puis en hockey sur glace, les Remparts de Tours ont créé le petit exploit hier de battre Cholet, leader du championnat à domicile dans une salle comble. Score final 4-3 gagné par les Tourangeaux en prolongation après avoir pourtant été menés une bonne partie de la rencontre. Ils ne sont pas les meilleurs amis de l'homme pour rien. Les chiens sont aussi de fidèles compagnons pour les sapeurs-pompiers. Ils peuvent détecter la présence de victimes coincées sous des gravats ou encore suivre des pistes grâce à leur flair. Tant de compétences qu'il faut entraîner dès leur plus jeune âge. Les canidés entrent en formation avec leur maître à partir de 2 mois. Alors comment deviennent-ils de véritables secouristes à 4 pattes ? Léa Turquier a rencontré ces chiens qui travaillent aux côtés des sapeurs-pompiers. Naïko a une mission, retrouver la victime sous les décombres. Après quelques dizaines de secondes de recherche, ce berger hollandais de bientôt 9 ans aboie. L'exercice est réussi. Il a cherché à se mettre à une position assez haute pour avoir les odeurs. Une fois qu'il a eu l'odeur, vous l'avez vu descendre et puis aller directement sur la victime. Tout passe par le jeu. C'est ce qui est le mieux pour eux. En fait. Si on s'ennuie ou si on nous force à faire quelque chose, on ne le fera jamais bien. Le temps d'une journée, 14 chiens et leurs maîtres se sont retrouvés pour se former en Loir-et-Cher. Venus d'Indre-et-Loire, du Loiret et d'Eure-et-Loire, c'est l'occasion pour les binômes de bousculer leurs habitudes de travail. Ça permet d'habituer le chien à travailler avec son flair, que le maître s'habitue aussi de s'entraîner sur un terrain qu'il ne connaît pas. Et le chien encore moins, parce que le chien est une éponge et les chiens connaissent à force les planques. Des formations communes qui ont lieu 3 fois par mois. Parmi les tandems du jour, Gaëtan accompagné de Vesper, un border collie âgé de 2 ans. Ça nous permet de confronter un peu nos pratiques, de travailler avec d'autres victimes, parce que souvent on travaille entre nous et les chiens connaissent nos odeurs. Donc là, ça permet d'avoir de nouvelles odeurs. Je l'ai eue quand elle avait 2 mois et 10 jours. Elle fait partie intégrante de la famille et elle vient aussi bien au travail qu'en vacances. On est tout le temps ensemble. À quelques kilomètres de là, à Célette, une nouvelle recrue s'exerce au pistage. Alka, malinois de 6 mois, doit suivre une odeur à travers le parc.
C'est un entraînement, on va dire, presque sur les jeunes chiens quotidiens. En plus des entraînements qu'on fait dans le cadre professionnel, il y a tout ce qui est entraînement à titre personnel. Donc que ça soit aussi bien en club canin ou aussi sur des exercices spécifiques par rapport à la spécificité des chiens. Et bien sûr, Alka ne repart pas sans une petite friandise. En moyenne, les chiens sont formés pendant près de 2 ans avant d'être opérationnels sur le terrain. Allez, place à notre rubrique On vous répond à présent. La question du soir, faire du vélo en hiver, quelles précautions prendre? Question qu'on va poser à notre invité Fabien Frugier, éducateur mobilité à vélo et chargé de développement au sein du collectif Cycliste 37. Bonsoir Fabien. Et bonsoir. Sur notre plateau, on va aider nos amis cyclistes ce soir. Déjà, comment se protéger du froid à vélo? Il y a des choses élémentaires à savoir, mais on va peut-être les rappeler. Oui, je viens les rappeler. Il y a 3 parties du corps à privilégier. C'est la tête, les mains, les pieds. Et donc pour la tête, on peut prévoir un bonnet sous le casque ou un bonnet fin. Évidemment des gants, peut-être des sous-gants s'il fait vraiment très très froid. Et puis les pieds, choisir des chaussures peut-être imperméables. Pas les chevilles à l'air peut-être. Pas les chevilles à l'air, peut-être mettre une paire de chaussettes en laine, peut-être doubler si vraiment il fait très très froid, ce qui est rare sous nos latitudes. Des choses qui semblent assez logiques, mais c'est important de les rappeler. Vous l'avez rappelé, il y a le casque aussi, il n'est pas obligatoire, mais c'est bien de l'avoir. La pluie, évidemment, en ce moment, on a vu que le temps n'était pas spécialement très agréable, très clément. Il y a beaucoup de pluie. Là aussi, on peut se protéger. Il faut se protéger de la pluie quand on fait du vélo. Oui, la pluie, c'est pas très agréable à vélo. Donc, il vaut mieux avoir... Alors, tout le monde connaît ou presque la cape de pluie, qui a quand même un inconvénient, c'est la prise au vent. S'il y a du vent en plus de la pluie ce jour-là, vous risquez de faire des écarts sur la route. Moi, ce que je préconise, c'est le duo pantalon de pluie et veste de pluie. Très bien. Donc on met au-dessus de ses vêtements en fait. Sur ses vêtements, tout à fait. Ouais. Et souvent qui intègrent des dispositifs réfléchissants. Donc ça permet en plus d'être vu. Alors justement, comment se rendre visible à vélo? On a posé une question à nos amis téléspectateurs aujourd'hui. C'est notre question web, vous allez le voir. En hiver, quel équipement utilisez-vous pour être visible? Ils ont répondu à une large majorité. L'éclairage avant et arrière. C'est une bonne réponse, un peu moins pour tout ce qui est gilet, brassard réfléchissant ou les vêtements aussi qui sont réfléchissants. L'idée, c'est de cumuler l'ensemble des propositions qu'on a pu faire à nos amis spectateurs. Oui, tout est une bonne réponse. L'éclairage avant-arrière, il est obligatoire. Il doit être fixe. La loi vient de changer il y a quelques mois. On peut maintenant ajouter de nouveaux éclairages qui, eux, peuvent être clignotants. C'était pas possible avant. Donc ça, c'est pas une obligation, mais c'est conseillé de le faire. Oui, oui, ça dépend moi, en hiver, j'aime bien peut-être avoir de temps en temps, des fois 2 éclairages, ça dépend du trajet. Et ensuite, tout ce qui est brassard, gilet réfléchissant, toute la partie... Le gilet réfléchissant, tout ce qui est dispositif réfléchissant sur le gilet, ça vous rend quand même visible à peu près 150 mètres. Tout ce qui est brassard, ça va être aussi intéressant. Oui. Oui. Bien sûr. Ce qui rajoute de la visibilité, c'est toujours intéressant. Oui, on peut penser aussi à des vêtements clairs. Lorsqu'on abordera le printemps ou l'été, les vêtements clairs, ça rend plus visible. C'est aussi obligatoire d'avoir des... sur les roues, là, des... Oui. J'ai perdu le mot. Catadioptres. Catadioptres. C'est pas facile non plus. Hein. Donc ça, c'est une obligation. Dans les roues, les pédales et devant, derrière. Et c'est intégré dans le feu de position du vélo. Donc on n'a pas trop à s'en préoccuper, mais c'est obligatoire. Justement, les obligations, c'est ces fameuses catadiopes. Oui. Mais aussi, du coup, pour la partie éclairage avant-arrière. C'est ça, les obligations. Feu de position fixe. On adapte sa conduite aussi, vous le disiez, quand il y a du vent, quand il y a de la pluie. Fais attention. Après, j'allais dire, c'est du bon sens. Oui, c'est un peu une évidence, mais peut-être qu'on ralentit un peu sa vitesse, on anticipe le freinage, on augmente les distances de sécurité, on a toujours les doigts sur les freins pour pouvoir freiner à tout moment. Voilà, des choses assez comme en basiques. Voiture, finalement. Oui, c'est un peu les... Donc on ne s'énerve pas contre les autres filles alors. Non. Et surtout on respecte les piétons. On respecte Ils sont plus vulnérables que nous. Évidemment, on essaie de vivre les uns avec les autres, y compris quand on est cycliste. Il y a un collectif qui existe, le collectif cycliste d'Indre-et-Loire, que vous représentez ce soir et qui fonctionne très bien et qu'on peut rejoindre et qui propose différentes ateliers. Absolument, on a un site internet qui est assez bien fait, cc37.org. Voilà. Pour avoir plus d'informations. Vous êtes bienvenus. Merci beaucoup Fabien Frugier, puis on vous retrouvera régulièrement pour parler vélo sur l'antenne de Val-de-Loire TV. Avant de se quitter, rappel du principal titre, Faustine. Le procès en correctionnel aujourd'hui de l'ex-maire de Nazelles-Négron, Richard Châtelier. Il est accusé d'agression sexuelle et de corruption de mineurs sur 3 jeunes filles âgées de 14 à 17 ans au moment des faits et placées à son domicile. Son épouse était alors assistante familiale. Le délibéré est attendu probablement tard dans la soirée.
Et puis dans un instant, le Grand Talk présenté par Aurélie Renaud. Aurélie vous parlera de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans avec la directrice de la Maison des Ados de Tours. Et elle reçoit aussi Mélissa Poupard, directrice de Radio Béton, qui fête ses 40 ans ce mois-ci. Eh bien, le rendez-vous est pris avec Aurélie Renaud pour le Grand Talk dans quelques instants. Nous, on se donne rendez-vous demain, vendredi. On sera là à 17h50 avec vous, Faustine Luneau. Oui. Oui, eh bien à demain, 17h50 pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct. À demain.